Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 décembre 2025 et notre cher ami John Kiriakou est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci beaucoup de m'avoir invité. Permets-moi de commencer, John, par le cas de Charlie Kirk. Chaque fois que nous entendons quelqu'un du FBI en parler, la seule journaliste que je connaisse qui poursuit réellement ou enquête sur l'affaire est Candace Owens. Elle fait tout ce qu'elle peut pour découvrir qui était derrière l'assassinat de Charlie Kirk, ce qui est tellement important pour les gens, la base, le socle du mouvement MAGA, qui ont voté pour Donald Trump et l'administration actuelle. Et voici ce que Kash Patel a dit dans l'émission de Megyn Kelly. Concernant l'affaire de Charlie Kirk, laissez-moi commencer par ceci. La question la plus évidente. Pensez-vous que nous avons le bon suspect en détention? Croyez-vous que Tyler Robinson est en réalité l'homme qui a tué Charlie Kirk? Et pensez-vous qu'il ait agi avec l'aide de quelqu'un d'autre? Cette enquête est dirigée par les autorités de l'État de l'Utah, car il s'agit d'une affaire de meurtre. Donc le FBI joue un rôle de soutien dans le processus. Nous faisons la même chose que lors de l'enquête sur la bombe artisanale. L'enquête se poursuit de notre côté, et s'il y a de nouvelles pistes ou informations, nous les suivons à l'aide de mandats de perquisition et de procédures légales. En même temps, nous travaillons avec les procureurs de l'Utah pour nous assurer de ne pas compromettre leur enquête, car le pire résultat serait que l'homme qui a tué Charlie Kirk sorte libre d'un tribunal des États-Unis dans l'Utah. C'est un équilibre délicat, mais il n'est pas question que le FBI mette fin à cette enquête avant qu'elle n'aille jusqu'à son terme. Pensez-vous qu'un gouvernement étranger ait joué un rôle dans son assassinat? Pour le moment, le FBI ne dispose d'aucune information crédible reliant des gouvernements étrangers à cette affaire. Mais comme je l'ai dit, nous continuons à suivre les pistes de l'enquête. Nous n'avons pas terminé simplement parce que nous avons arrêté quelqu'un, comme dans l'affaire du poseur de bombes artisanales. Nous ne disons pas simplement « D'accord, c'est fini, passons à la suite ». L'équipe d'enquête continue de travailler avec les autorités de l'Utah. Elles développent leurs propres pistes et reviennent vers nous en disant « Hey, pouvez-vous examiner cette information? Pouvons-nous obtenir un mandat de perquisition pour ce compte? Et qu'en est-il de cette personne située à X, Y ou Z? » Nous suivons tout cela de près. Avez-vous une raison crédible de croire que quiconque lié à l'organisation Turning Point ait eu quoi que ce soit à voir avec la mort de Charlie? Aucune. Zero. À ce sujet, la podcasteuse influente Candace Owens a affirmé avoir reçu une menace de mort crédible de la part des Français, qu'une menace aurait été proférée contre sa vie, et qu'on lui aurait dit que les Français auraient également pu jouer un rôle dans l'assassinat de Charlie. Avez-vous enquêté sur l'une ou l'autre de ces affirmations? Pensez-vous qu'elle ait réellement reçu une menace de mort crédible de la part des Français? Ou ce que les Français aient eu quelque chose à voir avec la mort et Tout Américain qui reçoit une menace de mort, qu'elle vienne de l'étranger ou de n'importe où aux États-Unis, fera l'objet d'une enquête complète. Nous ne fermerons pas les yeux sur cette enquête ni sur aucune autre. S'il y a le moindre fondement, le FBI réagira. Oui, je pense. Oui. John, d'abord il a dit qu'il croit que ce type, Tyler Robinson, a assassiné Charlie Kirk. Ensuite, il a dit que l'enquête est en cours dans l'État de l'Utah, qu'ils font ceci et cela. Mais comment peut-on affirmer à 100% que c'est ce type alors que l'enquête n'est pas encore terminée? Quelle est ta compréhension de ce qui se passe dans l'affaire Charlie Kirk? Je dois préciser d'emblée que je n'ai aucune information privilégiée.
Je vois les mêmes éléments que vous. D'après ce que l'État de l'Utah a publié, il semble que Tyler Robinson soit la personne qui a tué Charlie Kirk. Il avait dit à ses amis à l'avance qu'il allait tuer Charlie Kirk. Après l'avoir fait, il a envoyé un message à sa petite amie pour lui dire qu'il avait tué Charlie Kirk, et ils l'ont arrêté. Comme vous, je suis très intéressé par ces autres pistes qui pourraient ou non être explorées en ce moment. Je peux vous dire que, dans mon propre cas, une fois que j'ai été inculpé d'un crime, le FBI s'est simplement arrêté. Ils ont cessé et sont passés à la personne suivante. Le fait qu'ils continuent d'enquêter alors qu'il ne semble pas y avoir de preuves que d'autres aient été impliqués m'intrigue. Je ne comprends pas pourquoi. Il a dit quelque chose de très important au début, Nima. Il a dit que l'État de l'Utah s'occupe de cette affaire. J'ai dit dès le tout début que je ne comprenais tout simplement pas pourquoi le FBI était impliqué dans l'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk. Le tireur présumé vient de l'Utah. Le crime a eu lieu en Utah. Le tireur a commencé son acte en Utah, conduisant du sud vers le nord pour commettre la fusillade. C'est un crime d'État. Ça n'a rien à voir avec le FBI. J'étais donc heureux que Kash Patel ait été très clair sur le fait que le FBI est une organisation de soutien pour l'État de l'Utah. Il ne dirige pas cette affaire. Et je pense que c'est pour cela que nous n'obtenons plus d'informations. Je veux dire, tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a eu pratiquement aucune information publiée depuis les jours qui ont suivi immédiatement l'assassinat de Charlie Kirk. Je pense que c'est parce qu'il s'agit d'une affaire d'État et que l'État a simplement choisi de ne pas divulguer d'informations. Ils n'en ont même pas parlé. On ne sait pas s'ils ont examiné son corps, tu vois, s'il y a eu ce genre d'enquête en cours. Mais comme tu l'as mentionné, rien ne sort du FBI, ni du département d'État, ou d'ailleurs. Je ne sais pas. Je dirais que l'État de l'Utah ne publie rien de ce genre. C'est pour ça que tout le monde, tu sais, ces podcasteurs, parle de ce qui s'est passé, de l'endroit où se trouvent les preuves. Nous avons eu Larry Johnson dans ce podcast, qui affirmait qu'il y avait beaucoup de preuves montrant le contraire, montrant que le type, tu sais, Tyler Robinson, ne serait pas l'assassin, ne serait pas celui qui a tué Charlie Kirk. Mais malgré tout, il doit y avoir une sorte de clarification de la part du FBI, par exemple, puisqu'ils sont impliqués dans l'enquête depuis le début. Mais rien ne sort. Même Kash Patel, tu regardes les réponses qu'il a données dans ce podcast, c'est juste 2 mots, pas plus. Ouais, non. Exactement. C'est pourquoi cela suscite beaucoup de doutes dans l'esprit des personnes qui les écoutent. Et Dan Bongino a fait la même chose il y a environ une semaine. On lui a posé plusieurs fois la question. Il a répondu par des mots uniques et a simplement dit qu'il n'y avait rien d'autre à divulguer. Il a expliqué qu'en tant que commentateur politique, lorsqu'il était commentateur politique, oui, bien sûr, il pouvait donner son opinion et proposer son analyse. Mais en tant que directeur adjoint du FBI, il doit suivre les preuves. Et il a affirmé qu'il n'existait tout simplement aucune preuve que quelqu'un d'autre ait été impliqué. Maintenant, j'espère que ça ne vous dérange pas que je dise cela. Avant que nous ne commencions la diffusion en direct, vous et moi avions une conversation en privé, et nous parlions du fait que autrefois, disons à l'époque de l'assassinat de Kennedy, les gens faisaient confiance à leur gouvernement. Les gens voulaient croire que le gouvernement disait la vérité. Et maintenant, en 2025, les gens ne croient plus que le gouvernement dit la vérité. Ils pensent toujours qu'il y a plus dans l'histoire, car au fil des années, cela s'est souvent avéré vrai. Je peux donc comprendre pourquoi les gens n'acceptent pas l'idée que Tyler Robinson ait agi seul. Je peux comprendre pourquoi ils veulent voir des informations indiquant une main cachée derrière un meurtre aussi médiatisé que celui de Charlie Kirk. Voici ce qu'a dit Candace Owens, John.
Une allégation a été formulée et le FBI y répondra, d'accord? Mais jusqu'à présent, non. Nous examinons simplement tout ce qui nous parvient. Nous n'allons rejeter aucune information. Si quelqu'un estime que sa vie est menacée, nous enquêtons bien sûr sur la situation. Tu veux que je m'implique pendant que tu regardes ça? Parce qu'en fait, ça m'a un peu laissé sans réponse. Il n'y a eu aucune communication avec le FBI. Tu es au courant de ça? La Megyn Kelly te le demande directement. Donc tu ne peux pas prétendre ne pas l'avoir reçu et tu choisis de passer outre. Il saute complètement la partie où j'ai affirmé, parce que Megyn lui demande directement, est-ce que la France était impliquée dans le procès pour assassinat? Il n'y répond même pas. Il passe directement à autre chose et dit à la place, si un Américain reçoit une menace, c'est pour ça que nous sommes là. Et elle lui dit, d'accord, mais y avait-il réellement une menace? Et lui répond, si quelqu'un, disons plus largement, nous le prendrons au sérieux. Eh bien, tu ne le fais pas, Kash Patel. Je trouve très étrange que j'ai dit que j'avais la preuve que le gouvernement français était impliqué dans le procès pour assassinat, qu'ils étaient présents sur le terrain ce jour-là, et que vous ne m'ayez pas contacté. Dans cette même interview, vous affirmez être certain que Tyler Robinson est la seule personne impliquée. Comment pouvez-vous en être sûr si vous ne contactez pas les personnes qui prétendent détenir des preuves vérifiables susceptibles de contredire ce récit? Vous semble-t-il qu'il dit la vérité à ce sujet? Vous semble-t-il qu'il est ouvert et transparent? Ou vous semble-t-il qu'il se montre volontairement évasif parce qu'il sait que je dis la vérité, malgré les millions de dollars dépensés dans cette campagne Operation Mockingbird 2.0? Kash sait que c'est vérité. Oui? Et Madame Macron est un homme, que peut-on dire? Je commencerai par dire que je crois que Candace Owens pense sincèrement qu'il s'agit d'un complot international. Je ne le pense pas. Je serais surpris que le gouvernement français sache même qui est Charlie Kirk. Je doute fortement, très fortement, que le gouvernement français ait voulu la mort de Charlie Kirk ou ait eu la moindre raison de le faire mourir. Cela n'a tout simplement aucun sens. Vous savez, Candace Owens dit qu'elle a des preuves irréfutables. Elle a aussi dit qu'elle avait des preuves irréfutables que le gouvernement italien avait volé l'élection de 2020 à Donald Trump. Je m'en souviens parce que j'étais sur la conférence téléphonique quand elle l'a dit, et qu'elle affirmait que dès que cette preuve irréfutable serait rendue publique, cela ferait tomber le gouvernement italien, et Donald Trump serait à nouveau investi le 20 janvier 2021. Bien sûr, c'était ridicule, et rien de tout cela ne s'est jamais produit. Candace Owens a une grande audience, des millions de personnes l'écoutent, elle est très, très brillante. Mais elle sort souvent des choses complètement folles. Elle prétend avoir des preuves irréfutables, puis elle ne les publie jamais. Oui, mais si elle dit qu'elle a été menacée par le gouvernement en France, d'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Si quelque chose comme ça se produit, quel est le rôle du FBI ou de la CIA? Est-ce qu'ils considèrent vraiment... C'est une bonne question. Et en fait, je suis content qu'elle l'ait soulevée, parce que je vais aussi vous donner ma propre expérience. Je ne suis pas du tout au niveau de Candace Owens, mais je reçois moi aussi régulièrement des menaces de mort. Je suis présent sur Internet, comme vous. Je suis un ancien de la CIA, certaines personnes m'aiment, d'autres me détestent, donc je reçois des menaces de mort. Je signale chaque menace au FBI sur le site web du FBI, où il y a un menu déroulant pour signaler les crimes. Le FBI ne m'a jamais, jamais contacté. Jamais. Pas une seule fois. Il se moque que John Kiriakou reçoive des menaces de mort, tout comme il se moque que Candace Owens en reçoive. Ils n'ont tout simplement pas les ressources nécessaires pour s'en soucier quand ils enquêtent sur des crimes majeurs.
Alors, est-ce que je crois qu'elle a reçu des menaces de mort? Oui. Et je crois qu'elle est convaincue que ces menaces venaient du gouvernement français. Elles venaient probablement d'un type qui avait trop bu et qui avait peut-être ou non un accent français, qui lui a envoyé un email ou l'a appelé au milieu de la nuit. Je vais te dire, il y a seulement quelques jours, j'ai moi-même reçu une menace de mort. Il était 3h25 du matin. Je ne laisse pas la sonnerie activée en pleine nuit. Donc cet idiot m'a appelé et m'a laissé un message vocal en me menaçant de mort. Et il a utilisé son propre téléphone, son portable. Eh bien, j'ai been verified. Alors je suis allé sur beenverified.com, j'ai entré le numéro de téléphone et ça m'a donné son nom, son adresse, son numéro et ses réseaux sociaux. Donc au lieu de le signaler au FBI parce qu'ils ne font rien, je lui ai envoyé un texto. Et je lui ai dit que s'il refaisait un truc pareil, j'allais lui arracher la tête et la lui enfoncer dans le derrière. Et j'ai ajouté, je vais faire ça au 321 rue Main. J'ai mis son adresse personnelle. Il m'a immédiatement répondu en disant, je suis vraiment désolé. J'étais ivre. Je ne t'aime pas. Et je regarde tes vidéos. Elles m'ont mis en colère. J'ai trouvé ton numéro en ligne. Et je lui ai dit, ouais, ne recommence pas, parce que la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille. Je n'ai plus de nouvelles. Mais le FBI ne le fera pas pour toi. Le FBI ne va pas te protéger. Je ne pense toujours pas qu'elle ait été menacée par le gouvernement français. Cela n'aurait aucun sens. Et je vais te dire une autre chose à propos des Français. Quand j'étais à la CIA, la DGSE française, le service de renseignement français, avait la réputation de s'occuper très vite et très discrètement des personnes qu'elle considérait comme un problème. Ainsi, si vous étiez un membre d'Al-Qaïda dans le Sahel, vous alliez recevoir une balle dans la tête. Et les Français n'allaient pas faire de menaces à ce sujet à l'avance. Ils allaient simplement venir et vous tuer. Si vous étiez un militant écologiste anti-français dans le Pacifique Sud, ils feraient sauter votre bateau et tueraient tout le monde à bord. Ils n'ont pas besoin de donner un avertissement ni de proférer une menace. Si les Français veulent votre mort, vous serez mort. Et c'est pourquoi je ne pense pas qu'elle ait été menacée par le gouvernement français. Ils ne font pas de menaces. John, tu as mentionné le Moyen-Orient. Quand tu regardes la situation là-bas aujourd'hui, et tu as beaucoup d'expérience, tu connais la région, n'est-ce pas? Ces agents de la CIA qui se rendent au Moyen-Orient, ont-ils une sorte de stratégie? Connaissent-ils la stratégie des États-Unis dans la région? Ou leur confie-t-on simplement des missions ou des tâches précises? Qu'en est-il exactement? Parce qu'après tout, quand on est agent de la CIA ou qu'on travaille pour la CIA, est-ce qu'on considère cela simplement comme un devoir? Ou est-ce qu'on cherche à comprendre la vision d'ensemble de ce qui se passe? C'est une excellente question, Nima. C'est une question importante. Tout d'abord, la plupart des agents que la CIA envoie au Moyen-Orient ne sont pas des spécialistes de la région et ne parlent pas arabe. Presque aucun des agents de la CIA sur place n'a une vision à long terme. Et cela s'explique par le fait que le gouvernement américain, en général, n'a pas de vision à long terme. La CIA dispose de ce qu'on appelle des directives opérationnelles, ou ODs, qui vont du niveau 0, ce qui signifie qu'ils sont littéralement en train d'escalader les murs de l'ambassade, au niveau 5, ce qui veut dire par exemple que si vous entendez parler de culture du maïs au Maroc, envoyez-nous simplement un petit message. Donc le niveau 0, le palier 0 est le plus important. C'est un peu comme la prolifération nucléaire, l'Iran, la guerre à Gaza, la Russie et l'Ukraine, ce genre de choses relève du niveau 0. Le niveau 1 signifie qu'il faut tout laisser tomber et se concentrer là-dessus.
Ce sont des sujets comme le terrorisme, par exemple, ou les menaces contre une ambassade américaine. Ensuite, cela descend, niveau 2, 3, 4, jusqu'au point où plus personne ne se soucie vraiment des niveaux inférieurs. Mais cela ne veut pas dire que ces niveaux concernent une vision à long terme. C'était d'ailleurs l'un des aspects que j'aimais le plus lorsque je servais au Moyen-Orient en tant qu'analyste, car notre travail consistait à adopter une perspective à long terme. Ce qui m'intéressait, c'était, disons, la stabilité de l'Arabie Saoudite sur les 30 prochaines années. C'est cela qui me passionnait. Ce qui n'est pas intéressant, c'est ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures au Soudan, par exemple. Honnêtement, je m'en fiche. Mais beaucoup de gens de la CIA s'en soucient, et donc ils vont se concentrer sur le Soudan pendant les 24 ou 48 prochaines heures. Ou encore, ce qui se passera lors du prochain cycle de négociations en Libye est un autre exemple. Ou ce qui se passe au Yémen. Est-ce que le pays va se scinder à nouveau en 2 Yémen différents? Je pense que franchement, cela rend un mauvais service aux décideurs politiques, car celui-ci, dans la plupart des cas, peut obtenir ces informations en lisant le New York Times, Al Jazeera ou le Washington Post. Donc la CIA n'ajoute rien au corpus du renseignement. Elle devrait se concentrer sur le long terme, et ce n'est pas le cas. À qui revient cette décision pour ce type de politique? Est-ce que cela vient du président et de son cabinet? Oui, cela provient du Conseil de sécurité nationale. Il s'agit censément des questions les plus importantes pour le président et pour les décideurs à ce niveau, le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense, le conseiller à la sécurité nationale. Ensuite, ces ordres descendent jusqu'au directeur de la CIA, puis du directeur de la CIA au directeur des divisions opérationnelles. Ainsi, chaque année, en décembre, disons que je travaille pour les opérations du Proche-Orient. Le directeur de division va dire « Bon, tout le monde dans la division Proche-Orient, voici ce sur quoi nous allons collecter des informations au cours de l'année à venir. Nous allons nous concentrer sur l'Iran et son programme nucléaire, sur la Syrie et sur ce que fait la Chine au Moyen-Orient. Ce genre de choses, les plus importantes. Et si vous tombez sur quelque chose de moins important, mais tout de même intéressant, notez-le, envoyez-le, et nous le transmettrons aux analystes. Prennent-ils en compte les retours qu'ils reçoivent de leurs agents? Par exemple, dans la région, quelle est leur position? Quelle est leur compréhension de la situation là-bas? Parce qu'après tout, lorsqu'on a quelqu'un sur le terrain qui recueille des informations, son point de vue, sa compréhension, serait important. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et la réponse évidente devrait être oui, qu'ils s'y intéressent beaucoup. Malheureusement, la véritable réponse est non. Ils s'en moquent. Je vais te donner un exemple. Il date un peu. J'écrivais un article à l'époque où je travaillais encore du côté analytique et il portait sur le rôle des femmes en politique dans un pays du Moyen-Orient. Il y avait une femme en particulier qui m'intéressait beaucoup, car elle apparaissait constamment dans les médias, se battant pour le droit de vote des femmes. Une véritable leader. La presse internationale recherchait ses opinions. Elle s'exprimait très librement et venait aux États-Unis pour s'adresser à des groupes de femmes. Alors j'ai envoyé un câble. Il y a un bureau de répartition des tâches à la CIA. Je suis allé à ce bureau et j'ai dit « J'ai ces 8 questions à propos de cette femme. Pourriez-vous envoyer les questions à la station et demander à la station d'affecter un officier pour trouver les informations dont j'ai besoin ?» Ce qu'ils ont fait. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu un câble de réponse très court à mes questions. Il disait « Oh oui, cette femme nous est bien connue. Nous l'appelons la dame du hot dog, parce que nous savons que lorsqu'elle vivait aux États-Unis, elle adorait les hot dogs. Ici, au Moyen-Orient, il est difficile d'en trouver.
Alors, elle s'en fait expédier d'un endroit quelconque, Beyrouth ou autre, et elle les aime avec de la moutarde, de la relish et tout le reste. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne peux pas envoyer ça au président. Alors je suis retourné au bureau des missions et j'ai dit, c'est un échec total dans la collecte des informations nécessaires à transmettre au président. Je ne peux pas lui répondre. À sa question, dois-je prendre cette femme au sérieux parce qu'elle veut me rencontrer à la Maison-Blanche? Eh bien, je ne sais pas si vous devez la prendre au sérieux, mais elle adore les hot dogs et voici ce qu'elle aime mettre dessus. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il existait une véritable fracture entre la direction des opérations et la direction du renseignement. La direction des opérations allait suivre sa propre voie et elle se moquait de ce que la direction du renseignement écrivait et envoyait au président. Oui, John, l'une des raisons pour lesquelles je te pose cette question, c'est à cause de la situation en Ukraine. Nous savons ce qui s'y passe en ce qui concerne l'armée ukrainienne. La Russie progresse d'une manière ou d'une autre sur le terrain. Mais comment vois-tu le rôle de la CIA dans la collecte d'informations en Ukraine? Des informations de première main sur le terrain. Je ne parle pas d'obtenir ces renseignements, tu sais, des Britanniques ou d'une autre agence de renseignement. Est-ce qu'ils obtiennent vraiment les informations directement d'Ukraine? Ou bien les reçoivent-ils par ces canaux? D'après ce que je comprends, des officiers supérieurs de la CIA sont stationnés au sein du service de renseignement ukrainien pour assurer le soutien et la liaison. Il y a également des agents de la CIA sur le terrain avec les unités militaires ou les forces spéciales ukrainiennes. En outre, nous savons que la CIA forme des officiers militaires ukrainiens ici, aux États-Unis, sur des bases situées au Texas et je crois en Caroline du Nord. Donc oui, la CIA obtient les informations directement à la source. Mais les Ukrainiens sont en train de perdre. Cette guerre est intenable. Tous les observateurs vous diront que les Russes contrôlent la ligne de démarcation. Et au final, CIA ou pas CIA, les Ukrainiens vont devoir parvenir à une forme d'accord avec les Russes. C'est l'un de ces cas, Nima, où la CIA ne pourra pas remporter cette affaire pour les Ukrainiens. Cela devra se régler entre les Russes et les Ukrainiens. Et bien sûr, l'aide de la CIA a peut-être retardé une victoire russe, a peut-être coûté plus de pertes aux Russes. Mais ça ne peut pas durer éternellement. John, nous savons ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine avec le coup d'État. Mais voyez-vous le même type de politique se mettre en place après un éventuel règlement ukrainien? Parce que ce que la Russie veut aujourd'hui en Ukraine, c'est une solution permanente à la question ukrainienne et une architecture de sécurité pour la région. On ne peut pas vraiment bloquer la CIA, le MI6 ou les services de renseignement russes. Ils font tout leur travail. C'est normal. Mais lorsqu'il s'agit de la sécurité de ces superpuissances, il doit y avoir certaines limites aux activités auxquelles elles se livrent. Est-ce que cela va être pris en compte? Voyez-vous une telle volonté dans l'administration Trump de tenir compte de cet aspect? Je le pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Quelle que soit la solution à laquelle les deux parties parviendront finalement, elle devra être permanente. Et je crois que nous avons déjà vu des signes de ce que cette solution sera. Il faudra que les Russes conservent Donetsk, Luhansk, Kherson et la Crimée, les zones russophones qu'ils contrôlent de facto aujourd'hui. Je pense qu'ils finiront par les contrôler officiellement une fois que tout cela sera terminé. Je crois qu'une autre ligne rouge pour la Russie est que l'Ukraine ne pourra jamais être membre de l'OTAN.
Mais c'est une idée fausse, Nima, car l'Ukraine n'a pas besoin d'être membre de l'OTAN. L'Australie n'est pas membre de l'OTAN. Le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ils ne sont pas membres de l'OTAN. Ce sont ce qu'on appelle des alliés majeurs non membres de l'OTAN. C'est un statut officiel. Et je ne serais pas surpris que les États-Unis soient d'accord avec les Russes pour dire que non, l'Ukraine ne devrait pas être membre de l'OTAN. Elle ne le sera jamais. Mais elle pourrait obtenir le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, ce qui lui donnerait essentiellement les mêmes droits qu'un pays de l'OTAN. Je pense que ce que les Russes accepteront, c'est que l'Ukraine bénéficiera d'une procédure accélérée d'adhésion à l'Union européenne et que l'Union européenne commencera alors la reconstruction de l'Ukraine. Et ce sera la fin de l'histoire. Je crois vraiment que nous approchons de la fin. Et cette fin ne sera pas celle qu'espéraient les États-Unis et l'Ukraine, mais elle suffira à clore cette affaire. Beaucoup de personnes dans notre public pensent que la CIA fait partie de l'État profond. Pensez-vous que la direction de la CIA fait généralement partie de l'establishment? Ou que l'establishment exerce une grande influence sur la CIA quant à la manière dont elle est utilisée? Non, je suis d'accord qu'il existe un État profond, et la CIA en est probablement la partie la plus importante. Mais définissons ce qu'est un État profond. À mon avis, un État profond est un groupe de bureaucrates très puissants, non élus, qui peuvent soit faire ce que le président veut, soit ignorer ce qu'il veut, parce que les présidents vont et viennent tous les 4 ou 8 ans, tandis que ces dirigeants de l'État profond restent à leur poste pendant 20, 30, voire 35 ans. Les présidents se succèdent et ces membres de l'État profond demeurent. Ainsi, s'il y a une politique qu'un président soutient ou souhaite et que la direction de l'État profond n'apprécie pas, ils attendent simplement que le président ne soit plus en fonction. Ils ont fait cela pendant la première administration Trump. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ce que nous avons vu. Quelle est, par exemple, la relation entre la position de quelqu'un comme Tulsi Gabbard et celle du directeur de la CIA? Comment interagissent-ils? Qui a le dessus? D'accord. Donc, Tulsi Gabbard est la directrice du renseignement national. John Ratcliffe, bien sûr, est le directeur de la CIA. Techniquement, le directeur de la CIA relève du DNI, mais en réalité, au quotidien, ce n'est tout simplement pas le cas. Selon la personne qui est présidente, le directeur de la CIA peut être membre du cabinet. Il fait partie de ce cabinet. Les présidents peuvent choisir, par exemple, entre le directeur de la CIA, le DNI et l'ambassadeur auprès des Nations Unies, qui obtient un poste au cabinet. Lors de la création du bureau du DNI, celui-ci était censé être le coordinateur général des 18 agences de renseignement du gouvernement américain. 18 agences de renseignement au sein du gouvernement américain. En pratique, cela signifiait que le DNI contrôlait le budget. Mais n'oublions pas que la moitié de ces agences de renseignement font en réalité partie du Pentagone. Ainsi, au final, le DNI n'a pas autorité sur celle-ci. C'est le secrétaire à la Défense qui l'a. Au cours des 20 dernières années, de plus en plus d'autorité a été absorbée par le DNI. Le rapport quotidien du président était autrefois exclusivement de la CIA. C'est désormais une publication du DNI. Les grandes opérations, Iran, Irak, Afghanistan, Russie, Chine, relevaient autrefois exclusivement de la CIA. Désormais, elles dépendent du DNI. C'est donc presque comme si nous avions 2 directeurs de la CIA en concurrence pour la primauté. Jusqu'à présent, cela est resté très discret au sein de l'administration Trump. Mais il semble que John Ratcliffe n'ait pas rencontré les problèmes de relations publiques qu'a connu Tulsi Gabbard.
J'ai entendu récemment des rumeurs selon lesquelles Pete Hegseth ne resterait probablement pas longtemps secrétaire à la Défense et que Tulsi Gabbard pourrait le devenir. Il faudra attendre pour voir. Mais au final, il n'existe pas de division claire entre le DNI et la CIA. C'est simplement quelque chose qui se règle au cas par cas. Mais nous savons que Tulsi Gabbard n'est pas satisfaite du cas, par exemple du Venezuela. Elle a déclaré que le changement de régime ne fonctionne pas, que les États-Unis n'en tirent aucun bénéfice. Correct. Mais d'un autre côté, on voit que la politique de l'administration Trump consiste, d'une certaine manière, en un changement de régime. Ils le disent officiellement, et pas seulement l'administration Trump, mais la plupart des républicains qui sont sur la même ligne. Ils affirment que le changement de régime signifie que Maduro doit partir. Exactement. C'est un coup de poignard au cœur du mouvement MAGA. C'est là que la gauche progressiste et la droite MAGA se rejoignent et s'accordent. Pas d'intervention étrangère. Et vous savez, c'est différent de l'Irak, de l'Afghanistan, de tant d'autres endroits où les États-Unis sont intervenus. Nous ne sommes pas en guerre avec le Venezuela. Les Vénézuéliens ne représentent aucune menace pour nous. Et peu importe ce que dit l'administration, le Venezuela n'est pas un producteur de drogue. Les drogues qui transitent par le Venezuela, principalement en provenance de Colombie et d'Équateur, sont destinées à l'Afrique de l'Ouest pour être réexpédiées vers l'Europe occidentale. Ces drogues n'arrivent pas aux États-Unis. À mon avis, tout cela concerne la Chine, et je vais expliquer pourquoi. Le Venezuela repose sur un océan de pétrole, et ce pétrole est très très sale. Il est plein de soufre et nécessite un raffinage spécialisé utilisant des produits chimiques très lourds. Ce type de raffinage, jusqu'à il y a environ 5 ans, ne pouvait être effectué que dans des raffineries à Houston, au Texas. Puis, nous avons imposé des sanctions à l'industrie pétrolière vénézuélienne. Les Indiens et les Chinois ont tous deux construit des raffineries capables de purifier le pétrole vénézuélien brut, et il y a environ 5 ans, les Chinois ont annoncé qu'ils allaient construire une raffinerie pour traiter le pétrole vénézuélien dans les Caraïbes. Mais nous ne pouvons pas admettre que nous avions tort et lever les sanctions là-bas. Alors, que pouvons-nous faire pour sauver la face? Nous renversons Maduro, essayons d'installer un gouvernement fantoche favorable, levons les sanctions et recommençons à raffiner le pétrole vénézuélien. Donc je pense que tout cela concerne surtout la Chine, plus que toute autre chose. Oui, je pense que la question est, le jour où Maduro sera parti, qui soit là? Et comment pouvez-vous être sûr qu'il le sera? Ce ne sera pas un Guaido, dont personne n'avait jamais entendu parler. Ce ne sera pas cette femme qui vient de remporter le prix Nobel de la paix, de toute chose. Maria Machado. Merci, Maria Machado. Je ne me souvenais même plus de son nom. Oui, je pense que c'est une leçon que nous ne semblons jamais apprendre. Il est facile de renverser un gouvernement, n'est-ce pas? Je veux dire, à West Point, on t'enseigne en fait le modus operandi pour renverser un gouvernement. Il faut prendre le contrôle du palais présidentiel et soit arrêter, tuer ou exiler le dirigeant. Il faut prendre le contrôle des stations de radio et de télévision. Il faut prendre le contrôle des principaux carrefours de la capitale. Et il faut avoir le soutien de l'armée. Eh bien, nous n'avons pas le soutien de l'armée vénézuélienne. Maduro a le soutien de l'armée vénézuélienne. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut-il dire que nous devons envoyer des troupes au sol et mener une guerre ouverte sur le terrain au Venezuela, alors que les Vénézuéliens ne représentent aucune menace pour nous? Je ne vois tout simplement aucun avantage à une politique visant à renverser le gouvernement vénézuélien.
Voici ce que Donald Trump a dit à propos du Venezuela. Sans compter et que les États-Unis pourraient bientôt frapper le territoire vénézuélien. Pourrait-on voir des troupes américaines sur le sol vénézuélien? Je ne commente pas là-dessus. Je ne dirais ni dans un sens ni dans l'autre. Je peux dire ceci. Il nous a envoyé des millions de personnes, beaucoup venant de prison, beaucoup de trafiquants de drogue et de barons de la drogue, des personnes issues d'institutions psychiatriques. Il les a envoyés dans notre pays à une époque où nous avions un président très stupide. Vous le savez. Biden est une personne à faible QI, surtout de nos jours. Je veux dire, il avait déjà un faible QI il y a 30 ans, mais il est particulièrement limité maintenant. Et ce qu'il a fait à notre pays n'est pas bon. Tren de Aragua, les gangs, l'un des gangs les plus violents du monde. Vous aussi ne voulez pas le dire. Non, il a envoyé beaucoup de ces personnes Yugi drogue. Nog, nu stek maman timrusen pistastak. Spe purpestanan. Jusqu'où iriez-vous pour évincer Maduro? John, la seule chose qu'il n'a pas encore reprochée à Joe Biden, c'est la façon dont il dort en ce moment, pendant que les gens parlent. C'est vrai. À chaque fois, quel que soit le sujet dont il parle, il mentionne Joe Biden et son administration. Mais c'est toi le président des États-Unis en ce moment, et les gens veulent que tu fasses, tu sais ce que tu as en tête. Ils ne parlent pas de Joe Biden, ni de ce qui se passait pendant son administration. D'accord. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Je parlais avec un psychologue de ce type d'attitude de la part de Donald Trump. Je sais que vous êtes formé dans ce domaine. Quand vous voyez quelqu'un comme le président Trump, il est le président des États-Unis, pourquoi ressent-il le besoin d'évoquer Joe Biden à chaque fois, comme pour légitimer ce qu'il fait? Je pense que c'est une de ces bizarreries de personnalité. Il pense que cela aide à légitimer ses politiques, et il y voit une manière de les expliquer, que les politiques de Joe Biden étaient tellement mauvaises qu'il faut toutes les abandonner, les corriger ou les modifier. Il va le faire, mais il dit qu'il y est contraint, parce que les politiques de Biden étaient si mauvaises et que Joe Biden est un président à faible QI. Et que Joe Biden était atteint de démence. Je ne sais pas. Je ferai remarquer qu'aucune des choses qu'il a dites à propos de la libération des prisons et des institutions psychiatriques et de l'envoi de ces personnes aux États-Unis n'est vraie. Cela s'est produit avec les Cubains en 1978 et 1969, pendant l'exode du Mariel, lorsque les Cubains ont réellement vidé leurs prisons et leurs institutions psychiatriques, mis les gens sur des bateaux et les ont envoyés en Floride. Il n'existe aucune preuve que quelque chose de semblable se soit jamais produit en provenance du Venezuela. John, avec les changements de régime, tu sais, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et maintenant la Syrie, nous avons vu ce qui se passe. En ce qui concerne le Venezuela, les gens ici au Brésil et dans toute l'Amérique latine sont vraiment inquiets de ce qui s'y déroule. Cela pourrait-il apporter le même type de chaos dans la région que celui que nous avons vu dans les guerres en Irak et en Afghanistan? Quelle est ton opinion là-dessus? Quel genre de conflit ou d'instabilité cela pourrait-il créer dans la région? Et en quoi tout cela pourrait-il être bénéfique pour les États-Unis? Parce que Maduro dit qu'il est prêt à coopérer avec les États-Unis. S'ils veulent du pétrole, il en enverra. S'ils veulent investir dans l'économie du Venezuela, ils y sont ouverts. Il ne semble pas y avoir de résistance de la part du gouvernement vénézuélien. En fait,
Maduro et Trump ont eu une conversation téléphonique il y a une semaine. Tu sais, Nima, quand les grandes puissances de la région, le Mexique, la Colombie, le Brésil, sont à 100% opposés à toute intervention américaine au Venezuela, les Américains devraient prêter attention. Quand presque tous les pays du monde ont déclaré qu'ils étaient contre toute intervention militaire américaine au Venezuela, nous devrions en tirer la leçon. Honnêtement, je ne vois rien de positif à une intervention militaire. Cela déstabiliserait vraiment le nord de l'Amérique du Sud et nuirait à nos relations diplomatiques avec tous les pays que je viens de mentionner. Et c'est un point plus mineur, mais je pense qu'il reste important. Le pays du Guyana vient de découvrir qu'il repose lui aussi sur un océan de pétrole, qu'il commence seulement à extraire avec l'aide de compagnies pétrolières américaines, néerlandaises et britanniques. Que va-t-il advenir du développement économique du Guyana, qui se trouve juste à côté du Venezuela? Il n'y a aucun avantage. Rien de bon ne peut découler d'une intervention militaire. J'espère que ce n'est que du bluff, mais nous avons envoyé un groupe aéronaval là-bas. On parle de 11 ou 12 navires prêts au combat, et nous ne sommes qu'à quelques heures de vol de pouvoir y déployer des troupes ou des forces spéciales. Donc je suis inquiet de la direction que tout cela prend. Le problème d'ailleurs avec l'administration Trump, c'est qu'elle ne communique avec personne en Amérique latine. Non. Tu sais, le seul type vraiment proche de Washington, c'est le président de l'Argentine. Les autres présidents, ici au Brésil et en Colombie, il n'y a pas beaucoup de communication. C'est toujours la même histoire. Ils considèrent ces gens comme la gauche radicale. Ils appellent ça la gauche radicale. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. On n'a pas ça ici au Brésil. Mon meilleur ami du lycée est un républicain MAGA, un républicain fortement pro-Trump. Et chaque fois que je lui parle, il ne cesse de parler de la gauche radicale, la gauche radicale, la gauche radicale. Alors je lui ai dit, je dois te demander, qu'est-ce qui est radical chez la gauche? Et il m'a répondu, oh, toute leur politique. J'ai dit, non, je suis sérieux, je veux que tu me dises ce qui est radical. Et il a dit, eh bien, comme l'environnement. Et j'ai dit, c'est radical de vouloir de l'eau propre et de l'air pur. Eh bien, et voilà, c'est la fin de la conversation. Parce qu'on en est arrivé au point où ces mots ne veulent plus rien dire. Vous savez, je me souviens qu'à la fin de l'administration de George W. Bush, le Comité national républicain avait diffusé une note interne. Ils se sont fait prendre à faire circuler une note exhortant tous ceux qui passent dans une émission d'actualité télévisée à dénoncer ce qu'ils appelaient l'islamo-fascisme. Eh bien, ils ont simplement inventé ce terme au Comité national républicain, et il n'a pas pris. Il n'a pas pris en partie parce que quelqu'un a divulgué la note en disant « Les républicains veulent que nous disions tous islamo-fascisme », afin d'avoir quelque chose contre quoi nous rallier. Et je pense que c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec l'extrême gauche et l'extrême droite. Il n'y a rien de radical. Je plaisante souvent en disant qu'aux États-Unis, nous avons deux partis politiques. Un parti de centre-droit et un autre encore plus à droite. Il n'y a rien de gauche dans le Parti démocrate. C'est un parti capitaliste. Je pense qu'ils considèrent le socialisme comme l'extrême gauche. Parce que le socialisme, après tout, consiste à essayer de créer une forme de soutien pour les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, qui sont en difficulté. Mais ils voient cela comme radical, tout comme ils l'ont fait à New York avec Zoran Mamdani, n'est-ce pas? Le vrai problème, c'est que les oligarques, ceux qui possèdent tout, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, tout, ils ont tout et ils veulent dominer l'ensemble du système politique. C'est pour cela qu'ils qualifient de gauche radicale toute personne qui se dit socialiste. Oui, et ils ne connaissent même pas la différence.
Qu'y a-t-il de radical dans le socialisme? Je ne vois rien de radical là-dedans. Je vais te raconter une petite histoire amusante. Il y a des années, pendant le premier mandat de Trump, ma femme de l'époque et moi étions chez un de ses parents pour le dîner de Thanksgiving. J'étais assis à côté d'une vieille dame, elle devait avoir dans les 80 ans, et elle regardait Fox News. Elle me dit, on dirait qu'on est en train de devenir un pays communiste. Et je lui dis, ah oui, vous croyez? Elle répond, eh bien, avec tout ce socialisme. Et je dis, vous savez quoi? Vous avez raison. Ce socialisme, comme la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est après tout? C'est de l'argent gratuit pour les vieux qui ont été trop stupides ou trop paresseux pour économiser pour leur retraite. Je suis contre ce genre de socialisme. Et elle me regarde et dit, je vis grâce à la sécurité sociale. Je dis, mais c'est un programme socialiste. Et elle dit, eh bien, je pense qu'on a besoin de programmes comme ça. Je dis, ah, alors peut-être que c'est pas si grave si on devient un pays socialiste. Un autre problème, c'est que les Américains n'ont aucune idée de la différence entre le socialisme et le communisme. Je vais vous donner un autre exemple. Je lis le journal de ma petite ville natale tous les jours. Et il y a là-bas un restaurant mexicain très populaire. Il y avait un article disant que lorsque vous allez dans ce restaurant et laissez un pourboire, le pourboire ne va pas au serveur, mais au propriétaire. Et dans la section des commentaires sous l'article, quelqu'un a écrit « Voilà le socialisme pour vous ». Alors, j'ai écrit un commentaire en disant « En réalité, c'est du capitalisme. Le socialisme, ce serait si les travailleurs possédaient le restaurant. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ajouté « On dirait que vous auriez besoin d'un cours d'éducation civique de 6e si vous ne connaissez pas la différence entre le socialisme et le capitalisme. » Mais c'est l'Amérique. C'est comme ça ici. Les gens ne savent pas. Tu sais ce qui est incroyable? Ici, au Brésil, nous avons en quelque sorte un gouvernement socialiste, tu vois. Mais quel est l'objectif principal? Le gouvernement de Lula, juste pour le mentionner avant de conclure, John, nous avons deux systèmes de santé. L'un d'eux est le SUS, il l'appelle SUS, tout le monde y a droit. Et l'autre, il faut le payer. Ah, pareil en Grèce. Oui, c'est incroyable, John. C'est incroyable quand on regarde le système et la façon dont il fonctionne. Si quelqu'un n'a aucune couverture d'assurance ou de la part des compagnies de santé, il l'obtient gratuitement. Il n'a rien à payer et il va recevoir à peu près le même service. Je pense que c'est, tu sais, c'est une société avancée, ça. c'est incroyable, John. Il faut être ici et tu sais voir comment ça fonctionne. À mon avis, ça marche très bien. C'est exactement comme ça en Grèce. Le système de santé est fantastique. Ils ont un système privé et tout ce que fait le système privé, c'est de vous faire passer plus vite dans la file d'attente. Donc si vous utilisez uniquement le système public et que vous avez besoin d'une intervention, cela prendra peut-être 11 ou 12 mois. Si vous avez le système privé, vous pouvez obtenir l'intervention en 1 ou 2 mois. C'est la seule différence. Oui, exactement. Merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Je suis toujours heureux de te voir. Merci de m'avoir invité. À bientôt, John. Au revoir.